Salut à tous et bienvenue dans le podcast MLB de The Free Agent. Ici Damien pour vous parler de l'actualité baseball. J'accueille avec moi Nico. Salut Nico. Salut Damien, salut tout le monde. Au programme aujourd'hui, nous allons vous parler de la course au Cy Young Award en AL et NL, ainsi que de la situation de Javier Baez aux Mets. Et enfin, nous vous parlerons de shortstops qui seront disponibles sur le marché des transferts à la fin de saison. Sans plus attendre, il est temps de se lancer dans cette course au Cy Young qui est remplie de candidats très intéressants. On va commencer par l'American League. Nico, qui vois-tu comme véritable favori pour ce titre-là? Moi, je vois Gerrit Cole. Là, en plus, il a prouvé cette semaine face aux Angels, où même Ohtani n'a rien pu faire. Voilà, il a une ERA de 2,66. En victoire, il est à 14 victoires pour 6 défaites. Voilà, il a porté un petit peu les Yankees cette année quand même, quand ça allait pas bien. C'est lui qui ramenait des victoires. Donc, moi, c'est le favori. Après, bon, il y a quand même une liste de prétendants. On pense à Lance Lynn des White Sox. Bon, voilà, qui peut être compris dedans. Liam Hendricks aussi, qui est dans la course. Des White Sox aussi. Iglesias des Angels, malgré la saison un peu ratée des Angels. Donc, voilà. Mais pour moi, après, celui vraiment qui sort du lot, pour moi, c'est Gerrit Cole, clairement. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Il a vraiment porté les Yankees cette année. Parfois, tu le sais encore mieux que moi. Et rien n'allait bien chez les Yankees, mais bon, il y avait toujours Gerrit Cole pour se remonter le moral. Mais ouais, et le match contre les Angels, il est vraiment terrible, hein. Il était juste pas humain pendant ce match-là. Il a laissé aucune chance aux Angels. Il était vraiment très bon pendant le match. Et quand il y avait Shohei qui arrivait au bâton, il se transformait en super-héros, en fait. Il était juste impossible. C'est impossible de taper contre lui. Alors que Shohei d'habitude, bon, voilà, c'est Shohei, il s'en sort très bien. Mais là, ça sentait qu'il voulait vraiment strike out Shohei à tout prix. Et ça a bien marché. C'est assez compliqué. 15 strikeouts sur le match, c'est absolument énorme quand même. Donc, Ouais. là, vraiment, je pense que là, il a marqué un grand coup dans la course au Cy Young de l'American League, clairement. Ouais, c'est clair. En plus, du coup, il égale le record de la saison de strikeout avec de Patrick Sandoval des Angels, quand il avait failli faire son no-hitter contre les Twins. Et puis, c'était assez spécial pour Gerrit Cole, vu qu'il il a grandi dans le coin, il était fan des Angels, il allait souvent au stade. Donc, on sentait vraiment qu'il avait quelque chose à se prouver ce soir-là, et puis il l'a fait, en fait. Donc, il a écrasé, je pense, aussi la course pour le Cy Young en American League. Ouais, exactement. Tout à fait Et, ça. puisqu'on reste dans l'American League et qu'on parlait des Angels, est-ce que tu penses que c'est complètement fou de dire que Shohei pourrait peut-être prétendre à ce titre, ou du moins avoir quelques votes? Des votes, c'est possible, hein. Franchement, quand on voit en plus le match qu'il fait cette nuit, Ouais, il s'est 117 lancés, je crois. ouais, c'est Donc, ça. c'est incroyable. Et puis, il y a des lancers à 100 miles par heure. Donc c'est incroyable. Après, non, il pourra pas le gagner. Avoir des votes, c'est possible. Parce que Ouais. je pense que voilà, et tout le monde ne donnera pas Gerrit Cole, ça c'est clair. Après, bon, quand on regarde un peu les prédictions, il est même pas dans le top 10 au Ohtani, parce que bon, c'est pas non plus un lanceur fiable comme peut l'être Cole, Ouais. Rodon, Lynn, voilà, ou Iglesias. Donc voilà, voilà, il peut avoir quelques votes, ça je suis d'accord. On sait jamais, ça peut être un peu la petite surprise, on va dire, des votes. Et je trouvais ça assez drôle et ma foi, un joli clin d'œil pour lui. Mais non, franchement, je pense qu'il est même pas dans la course. Voilà. On en a déjà parlé la semaine dernière. Voilà, ultra favori pour le titre de MVP. Je pense que déjà, il sera content de gagner ça. Et après, voilà, il fait le travail quand il est sur monticule. Voilà, mais maintenant, c'est pas un lanceur non plus fiable à 100%. Donc, Ouais. il y a encore c'est peut-être, on va dire, la marge de progression pour lui sera peut-être de ce côté-là, parce que bon, on voit qu'offensivement, c'est un joueur
il est capable de tout faire. Il vole même maintenant, il se met à voler le marbre. Donc, à partir de là, je crois qu'on ne peut plus rien faire de plus, quoi. Voilà, il est tellement complet qu'offensivement, voilà, il a atteint le summum. Donc, peut-être vraiment ce qui peut encore le faire progresser, ce serait le côté lancé, quoi. Mais bon, voilà, il est là surtout pour accompagner le roster des Angels et voilà. Donc, mais bon, après, petit de Cy Young cette année, non. Oui. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu une amélioration chez Otani, donc ça rejoint exactement ce que tu dis, que en fait c'est un petit peu l'avenir sur ce sur quoi il va continuer de travailler pour s'améliorer. Il arrive à aller de plus en plus loin dans les matchs. Il y a de moins en moins de walks, donc il y a de l'amélioration, mais il y a encore du travail pour arriver, surtout pour détrôner Gerrit Cole qui en fait est tellement écrasant sur la L. Donc je pense qu'on a fait le tour sur la L. On va peut-être avoir un petit peu plus de débat sur la NL. Qui tu vois comme favori pour le titre de Cy Young en NL? S'il y en a un, parce que pour le coup, moi j'en ai quelques-uns sur mes notes Alors, qui je pense méritent. je suis comme toi, c'est un peu partagé. Après, moi, j'ai un favori, un joueur que je vois bien, tu le connais très bien, c'est un joueur des Dodgers, Oui. c'est Buehler, Walker Buehler, voilà. Oui. Pour moi, c'est l'ultra favori. Maintenant, après, il y a quand même du beau monde, hein. Il y a un autre joueur de Dodgers, Urias, qui fait quand même une saison assez incroyable. Je pense à Scherzer, bon, ben, c'est aussi un Dodger maintenant. Au final, on va peut-être mettre un Dodger, de toute façon, autant dire que ça, voilà. On prendra pas trop de Kevin risques. Gausman des Giants aussi, qui fait une assez belle saison. Donc voilà, pour moi, je pense quand même que Walker Buehler est quand même au-dessus de tous. Mais il peut y avoir un petit débat quand même jusqu'à la fin de la saison. Surtout si les Dodgers, bah, on verra après la série de ce week-end et la fin du mois de septembre s'ils jouent les wild cards ou s'ils se qualifient directement. Ça peut aussi y jouer peut-être, je pense. Mais après, non, franchement, Walker Buehler, pour moi, c'est le meilleur de la National League. Et pour moi, c'est mon favori. Après, je ne suis pas dans les votes. Je ne sais pas qui c'est qui votera pour lui ou pas. Je sais que voilà, même sur ESPN, il le place en tête. Donc, je me dis que je suis peut-être pas très loin du compte. On verra. Ouais. Donc il a ton vote. Ah oui. Ouais, ouais. Bah, honnêtement, je pense qu'il a le mien aussi. Maintenant, comme tu dis, ça dépendra de la fin de saison. Il a fait une saison vraiment solide hein, chez les Dodgers. Et en plus, dans une saison pendant laquelle c'était très difficile d'avoir un pitcher des Dodgers qui était là parce qu'il y a eu énormément de blessures du côté des Dodgers avec Dustin May, avec les soucis qu'on connaît de Trevor Bauer qui est accusé d'agression sexuelle et qui est plus là depuis fin Ouais. juillet. Les blessures aussi, donc voilà, Dustin May, il y a Urias qui a été indisponible pendant un petit moment, et Urias aussi qui fait une très très belle saison, mais Walker Buehler, ça a toujours été là, et Kershaw aussi, comment j'ai pu oublier Kershaw, hein. Voilà. C'est tellement incroyable de moi d'avoir oublié ça, qui est aussi indisponible depuis très longtemps maintenant, et puis voilà, qui faisait une saison avec des hauts et des bas quand même, hein. Il y avait eu quelques matchs, je pense celui contre les Cubs, qui était vraiment pas ça du tout. Non, Buehler, il a été vraiment 5 étoiles toute la saison, vraiment stable, et il a vraiment permis à chaque fois qu'il était sur le monticule pour les Dodgers, tout allait bien. Donc c'est vrai qu'il sort vraiment du lot. Maintenant, il y a quand même, je pense, le cas Scherzer qui monte quand même énormément en puissance depuis qu'il est arrivé chez les Dodgers. Il a transformé cette équipe en fait à 100% quand il est là. Il y a une tranquillité derrière qui permet à l'équipe d'aller beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a vraiment il y a un avant et un après cette trade deadline pour les Dodgers et on le voit dans les résultats, quoi. Bah, clairement, ça a changé beaucoup de choses. Scherzer, bah, il a carrément, enfin, il était annoncé en vrai aux Padres, et là on s'était dit, bah, Ouais. si on complète l'effectif, le roster des Padres, bah là ça va se basculer pour les Padres. Puis au dernier moment, il rejoint les Dodgers, et là on s'est dit, bah voilà, là ça fait basculer aussi mais pour les Dodgers, en faveur des Dodgers. Voilà, c'est incroyable aussi d'avoir, mine de rien, quand même, d'avoir trois joueurs dans le top 10 des prédictions pour le titre de Cy Young dans son équipe, en sachant que un roster en général c'est 4-5 lanceurs, 5 lanceurs en général. Donc quand vous avez 3 joueurs sur 5 qui sont possiblement des futurs Cy Young, cette année c'est quand même incroyable. Alors voilà, c'est aussi dû à ce joli mois d'août et à ce revirement de situation un peu des Dodgers qui a fait que bah, ils ont enchaîné les victoires, ils ont assuré leur place officiellement quasiment pour les White Cards. Maintenant, ils jouent carrément pour le titre de la National League West.
Voilà. Après, faut pas oublier aussi, il y a un très bon roster du côté des Brewers. Oui. Après, il y a un joueur qu'on pourrait mettre, si à Young aussi, c'est Josh Hader qui a une ERA de 1,48. Après, le problème, c'est que il a joué 50 matchs, mais il en a commencé aucun. Donc, c'est pas un starter. Ouais. Est-ce que ça peut l'empêcher de gagner? Parce qu'au final, bon, si on regarde Brewer, il a un rendement de 13 victoires pour 2 défaites. Josh Hader des Brewers, c'est 4 victoires, 2 défaites. Donc, il y a peut-être ça qui va faire que il peut être prétendant, mais il ne le gagnera peut-être pas. C'est dommage parce que c'est un joueur, un lanceur qui est aussi très fiable. Voilà, mais après, pour moi, le roster des Dodgers, avec ces 3 joueurs qu'on a cités, c'est absolument incroyable. Pour moi, voilà, ça doit être des favoris à leur propre succession. Maintenant, on voit que c'est assez compliqué quand même. Ouais. Voilà, rien n'est fait encore dans la National League, mais voilà, avec un groupe de lanceurs comme ça et un bullpen qui, moi, je trouve, est plutôt solide. Vous avez un joueur comme Price aux Dodgers qui, à Boston, était starter et là, il est dans le bullpen. Donc, vous avez carrément un lanceur partant euh, en guise de lanceur de releveur, quoi. Donc, c'est quand même incroyable ce qu'il y a. Donc, voilà. Pour la National League, la CA Young, pour moi, ce sera forcément un Dodgers. Moi, je vois pas qui on peut mettre à la place. Donc, pour moi, c'est Buehler, voilà, c'est le favori. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je Ouais, vois non, pas un joueur. d'accord. On a peut-être Corbin Burns des Brewers aussi qui fait une bonne saison quand même, mais c'est pas au Ouais. niveau c'est pas au niveau Brewers, je trouve aussi. Je pense que voilà, je suis complètement d'accord. Et je vois pas qui, à part un joueur des Dodgers, je vois pas qui pourrait lui enlever le Cy Young, hein, parce que du coup, voilà. Mais non, mais Brewers le mérite sur l'ensemble de la saison. Je suis d'accord. On aurait pu penser à DeGrom s'il n'avait pas eu Oui. cette blessure, parce que c'était le joueur ultra favori. Clairement, il faisait un début de saison incroyable. Après, cette blessure, voilà, ça a mis un terme à sa saison, carrément. Malheureusement, pour les Mets, déjà premièrement, et puis pour lui aussi, parce que bon, du coup, c'est vrai que voilà, il impressionnait avec son IRA qu'il avait, qui était en dessous de 2, je crois. Donc, c'était incroyable. Il faisait des manches absolument magnifiques. Donc, voilà, c'est dommage cette blessure, a un petit peu contrecarré les plans des Mets aussi. Et ben, dans la course à Sion, du coup, ça a laissé de la place, quoi. Parce que sinon, je pense, très sincèrement, s'il était encore apte à jouer et qu'il avait pas eu cette blessure, pour moi, c'était le favori cette année. Oui, je suis d'accord. Si c'était pas blessé, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation, hein, c'est clair. Il n'y aurait même pas de débat, c'est juste pour DeGrom. Donc cette année, il avait une ERA de 1,08 avant sa blessure. Donc voilà, c'était vraiment Incroyable. c'était improbable. Il était en course pour faire tomber le record de la meilleure ERA de tous les temps sur une saison et c'est raté. Du coup, tu nous as offert la transition parfaite vers la suite du podcast, qui est la situation des Mets, en fait, et surtout celle de Javier Baez, qui se retrouve au milieu de cette situation des Mets, qui est quand Javier Baez est arrivé à la trade deadline. Les Mets avaient de grandes ambitions, ils étaient bien partis pour remporter leur division, aller en playoff et être une vraie menace. Au final, quelques semaines plus tard, on se rend compte que ce n'est pas le cas, ils n'ont pas tenu le rythme. Et il y a une situation vraiment difficile autour de Javier Baez. Donc, je te laisse parler de cette situation-là, vu que je sais que c'est un joueur que tu connais bien et que tu affectionnes énormément. Bah oui, moi, j'aime beaucoup les Yankees, mais j'aime aussi beaucoup les Cubs. Donc déjà, le voir partir, ça m'a un peu fendu le cœur. Mais voilà, ouais, comme tu l'as dit, les Mets, ils avaient vraiment un objectif assez ambitieux en le faisant venir. En plus, il n'avait pas caché, juste avant la trade deadline, que les Mets, c'était vraiment une destination qui l'intéressait parce que être associé à Lindor, c'était quelque chose qu'il voulait absolument. Il était prêt à lâcher le poste d'arrêt court pour être deuxième base pour pouvoir jouer avec Lindor. Donc, il a fait quand même des sacrifices parce que bon, c'est pour moi un des grands shortstop de la MLB en général, on va dire. Donc voilà, quand il est arrivé au Mets, on s'est dit voilà, c'est le joueur aussi qui peut peut-être leur apporter l'expérience qu'il a eue puisqu'il a gagné les World Series. Donc voilà, c'est peut-être le joueur qu'il leur fallait pour continuer à grandir et voir plus haut, quoi. Donc on savait que Steven Cohen, voilà, c'est son objectif, c'est vraiment de construire le nouveau propriétaire des Mets. C'est vraiment de construire une grosse équipe à New York et faire de l'ombre aux Yankees. Là, on voit, bon,
la course wildcard n'est pas définitivement finie pour eux, même s'il y a quatre matchs de différence avec Cincinnati, c'est quand même énorme. Surtout il y reste qu'un mois, ça va être compliqué. Et là, du coup, il y a eu ce petit incident cette semaine avec Baez et Lindor, notamment, qui, voilà, surtout Baez se faisait pas mal siffler par les supporters des Mets chaque fois qu'il allait au bâton. Parce que bon, il n'a pas le rendement qu'espéraient les partisans aussi peut-être, mais voilà, il a subi les huées des supporters des Mets et du coup ça l'a un peu vexé et quand il a mis son home run, il a célébré avec les deux pouces vers le bas pour un petit peu dénoncer tous ces huées et puis voilà, ça a été mal interprété, il s'en est excusé depuis. Même si après le match, en conférence de presse, il a affirmé que voilà, c'était clairement pour se positionner contre ces huées qui sont descendus des travées du City Field. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il a un avenir? On sait qu'il est agent libre à la fin de la saison. Est-ce qu'il a encore un avenir avec les Mets? Du coup, là, je commence un peu à douter. Je trouvais l'association parfaite. Il est arrivé chez les Mets, il a mis un home run au premier match. Bon, comme tous les autres joueurs des Cubs qui sont partis. Mais voilà, on s'était dit, bah, il va apporter quelque chose aux Mets, et puis au final, ben, on s'aperçoit que la mayonnaise n'a pas prise, pardon, et du coup, bah, c'est un peu décevant. Et est-ce que voilà, il voudra continuer l'aventure chez les Mets? Ça, ce sera à voir. Je suis un peu, du coup, dans le doute. Ouais, c'est clair que ça a un peu tout gâché. Et puis bon, je comprends mal la position des fans. Un fan, c'est censé soutenir son joueur. Donc s'il vit dans un moment un peu compliqué, le huer et puis le faire sentir misérable, je pense pas que ça va arranger les choses. Surtout quand tu as un joueur comme Javier Baez. Tu as envie qu'il se sente bien dans ta franchise, comme ça il va Bah rester, oui. quoi. Donc c'est assez incompréhensible pour le coup. Et puis en plus, je pense qu'il fallait relativiser un peu pour les Mets parce ils ont eu quand même des grosses séries en août. Bon, ils ont perdu cette série contre les Phillies, là, qui leur a fait énormément de mal. Là, ils se sont fait sweep contre les Phillies à un moment où c'était très serré. Et puis après, ils ont eu cette série contre les Dodgers, où ils se sont fait sweep. Série contre les Giants, où ils ont perdu. Encore une des séries perdues contre les Dodgers. Encore une série perdue contre les Giants. Donc voilà, c'était quand même d'énormes séries dans le mois d'août pour les Mets. Et je sais pas. Après, oui, là, d'accord, les fans sont passionnés, ils sont là-dedans, mais je pense qu'il fallait un peu relativiser parce qu'après, ça va être un peu. Le calendrier est un petit peu plus faisable pour eux, même si là, ils ont pris vraiment un retard qui est trop grand, surtout avec le retour un peu inattendu des Braves qu'on pensait qu'ils allaient vraiment s'effondrer avec la blessure de Ronald Acuna Jr. Et puis au final, c'est eux qui sont premiers de la division. Mais ouais, c'est un gros coup dur. Ils sont à 4 victoires donc des Braves pour reprendre la tête de la division. C'est pas impossible non plus hein, si on y pense, puisque je trouve le calendrier un petit peu plus faisable pour eux pour la suite. Mais bon, dans tous les cas, il y a une situation là qui est devenue un petit peu électrique, un petit peu gênante autour des Mets et qui était vraiment pas nécessaire. Donc c'est vraiment dommage pour cette équipe. Pour le coup, tu disais que leur objectif c'était de faire de l'ombre aux Yankees. Bah là, je pense que c'est raté. Hein. C'est clairement une équipe qui fait de l'ombre à l'autre. Et voilà, ils ont eu des trajectoires complètement opposées en fait. Hein. Bah, c'est exactement ça. Depuis la trade deadline, en fait, tout s'est inversé à New York. Mais voilà, après, c'est là où on voit aussi les fans. Voilà, je trouve ça un peu ridicule, c'est que bah, après sa sortie, quand il refait le match en suivant contre les Nationals, je crois, dès son premier at-bat, il se fait encore siffler. Donc bon, je trouve ça un peu. Et au Ouais. final, à la fin, je sais plus sur quel match où bah, il slide au marbre et voilà, il marque le point qui donne la victoire aux Mets. Et là, les fans sont transcendés et c'est limite ils vont pas chanter son nom. Donc il y a vraiment un revirement de situation très rapide. Donc je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas vraiment pas tout compris leur comportement, du coup, le fait de siffler un joueur, de voilà, de pas le soutenir, alors que bon, c'est vrai qu'il n'a pas le rendement que tout le monde attendait de lui. Mais c'est un joueur quand même, comme tu l'as dit, avoir Javier Baez dans son équipe, c'est quand même voilà, du haut niveau quoi. Il a gagné le World Series, c'est un joueur important des Cubs. Il est parti, il aurait aimé rester à Chicago, il avait dit un temps.
mais ils n'ont pas trouvé d'accord avec les Cubs sur un contrat. Donc voilà, il savait qu'il serait agent libre, donc autant aller voir ailleurs. Il fait un peu des pieds et des mains pour rejoindre les Mets. Bah, il y a ce premier match où il met un home run. Je veux dire, c'est vraiment tout semblait parfait. Moi, je n'ai pas Ouais. compris que du jour au lendemain, les fans se soient mis à huer comme ça. Je pense que c'est pas le principal fautif dans les mauvais résultats des Mets. Et, euh, et donc voilà, ça cache un petit peu la misère qui est un peu en ce moment dans cette franchise. Donc voilà, je sais pas comment ils vont rebondir. Javier Baez, je sais pas ce qu'il va faire à l'intersaison. Je sais que quand il est parti, voilà, il avait eu, avant de rejoindre les Mets, il avait eu une offre des Yankees. Voilà, est-ce que ils se sont pas un petit peu mis une balle dans le pied, ou alors c'est que tout simplement ils en voulaient pas. Et ça, j'ai eu du mal à le croire quand Peut-être, même, ouais. les supporters des Ouais, Mets. ouais. Donc, je sais pas, c'est une situation un peu compliquée et un peu bizarre, je trouve. Donc, je saurais même pas comment vraiment l'expliquer parce que on peut pas, ce serait un joueur lambda qui apporterait pas énormément, qui serait arrivé comme ça. Je veux bien, mais là, c'est un joueur, c'est une star de la MLB. Voilà, il a fait la couverture de MLB The Show, donc ça veut dire que quand même, il est reconnu dans la ligue. Donc voilà, tout ça fait que bah, vous avez une superstar, la superstar que vous attendez, elle est là et vous l'accueillez comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est du gâchis en fait, hein. C'est une situation qui est ratée. Alors comme tu disais, tout semblait parfait et je pense aussi qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Et si je suis Javier Baez, ah bah, vous voulez pas de moi, c'est pas grave. Franchement, je suis un des meilleurs shortstop de la ligue. En plus, Tatis joue plus shortstop, donc peut-être même le meilleur shortstop de la ligue Mhm. avec, Corey Seager et Trey Turner. Voilà, et donc si vous voulez plus de moi, bah, c'est pas un problème. Javier Baez, je pense qu'il aura aucun problème à trouver une autre équipe. Par contre, les Mets, ils auront un petit peu des problèmes pour trouver un autre joueur comme Javier Baez. Donc ça va être compliqué. Bah, c'est ça, parce que comme tu le dis, c'est que bah, lui, Baez, il sait qu'il va être agent libre, donc il pourra signer où il veut. En plus, je sais qu'il avait annoncé, enfin, il avait plus ou moins déclaré que il pourrait éventuellement étudier une offre des Cubs si vraiment il y en avait une intéressante. Donc, il ne serait pas contre un retour chez les Cubs. Et puis même les Mets, c'est quoi? Vous avez une star, comme tu le dis, de la trempe de Javier Baez. Vous l'accueillez comme ça. Derrière, si vous voulez recruter des stars, Ouais. un grand joueur pour la prochaine intersaison, pour le prochain hiver, pour la saison d'après, qui c'est qui va vouloir venir? Parce qu'ils vont se dire, attends, ils ont eu Javier Baez, il a été accueilli par des sifflets parce qu'il n'y avait pas le rendement qu'il voulait. Nous, on va pas prendre le risque de mettre notre carrière un petit peu dans l'ombre, quoi, juste parce que les fans des Mets vont nous siffler ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça va du coup être une destination qui va plaire à des joueurs et on va sûrement en parler après avec les shortstops qui vont être voilà, qui vont être disponibles sur le marché, mais voilà, ils peuvent se retrouver avec une ambition énorme de recruter des joueurs des grands noms et se retrouver au final à avoir Francisco Lindor et puis Alonso et puis maintenant on va se débrouiller avec ça et puis on va recruter personne d'autre parce que personne ne veut venir. Donc ça va être un petit peu ça peut vite tourner et on sait que dans le baseball chaque saison est différente. Donc voilà, est-ce qu'ils se tirent pas une petite balle dans le pied? Moi je pense que oui avec ce Ouais. comportement-là et ils pourront s'en vouloir quand même. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et puis c'est encore une fois, là, tu m'offres la transition parfaite vers la suite. Il va y avoir donc un marché des shortstops, c'est notre dernier point sur ce podcast qui est énorme la saison prochaine. Donc pour rappeler, donc on a évidemment Javier Baez dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Trevor Story aussi, le shortstop des Rockies, qui n'a pas trouvé d'équipe avant la trade deadline et qui va certainement en trouver une autre cette saison, qui sera agent libre. Corey Seager, le shortstop des Dodgers. Marcus Semien des Blue Jays. Carlos Correa. On a aussi Brandon Crawford des Giants. Et depuis hier, on aura aussi José Iglesias des Angels, puisque les Angels l'ont laissé libre avant le match contre les Rangers. Il avait fait deux erreurs dans un match un peu plus tôt dans la semaine. Il fait une saison un peu difficile avec quelques erreurs, mais avec des hauts et des bas pour les Angels. Et du coup, ils ont décidé de s'en séparer avant la fin de la saison pour essayer de lui trouver une équipe. Donc, je pense que José Iglesias devrait rebondir, lui, avant la fin de la saison. Mais donc, on a une classe de shortstop qui est monumentale en vue de la free agency. Euh,
quelle équipe penses-tu va aller chercher un de ces joueurs en premier? Il y avait les Yankees qui étaient très intéressés par quasiment tous les noms que j'ai cités, surtout Javier Baez et Trevor Story. Bon, au final, il y avait Lasquez qui explose un peu, mais est-ce que tu penses que ça va empêcher les Yankees d'aller chercher un grand nom ou pas? Non, moi, je pense que c'est justement, tu as bien dit, c'est l'équipe qui sera la plus active sur le marché des shortstops parce qu'ils en ont besoin. Gleyber Torres, voilà, on l'a déjà dit, c'est un deuxième base. Il a vraiment du mal. Et encore, je trouve que cette année, il s'est quand même amélioré en shortstop, mais ça reste quand même trop compliqué. Il y a trop d'erreurs. Et c'est pas le joueur fiable à ce poste-là. Voilà, il y avait Didi Gregorius. Quand il était associé à lui, c'était voilà, les deux ensemble avec Gleyber Torres, ça marchait vraiment bien, ça matchait bien. Là, on voit qu'il a été remis en shortstop depuis son départ et voilà, on voit clairement que c'est pas son poste. Et comme tu l'as dit, ben, pendant la trade deadline, ils avaient formulé une offre. On n'a jamais su exactement quelle était la nature de cette offre, mais les Yankees ont effectué une offre pour Trevor Story. Donc, moi, je pense qu'ils feront partie des équipes qui voudront lui proposer quelque chose. Après, ça dépendra aussi de ce que réclame le joueur. Il sera agent libre, le contrat qu'il voudra aussi. Est-ce que les Yankees auront la masse salariale pour le faire venir? Tout ça parce qu'ils ont quand même prolongé le maillot. Il y a le contrat de Garrett Cole. Aaron Judge, je crois qu'après, il va lui rester 1 ou 2 ans avant de voir son contrat réévalué. Donc voilà, les Yankees, pour moi, vont être attractifs sur ce marché-là. Correa, bon, voilà, je pense pas qu'il ira chez les Yankees. Quand on sait un petit peu les antécédents qu'il y a entre les Yankees et les Astros, pas sûr que ce soit un joueur que Aaron Boone souhaite vraiment. Donc voilà, je pense que est-ce qu'ils ont entériné aussi l'idée de faire venir Javier Baez, on ne sait pas. Ce sera un mystère. Donc, moi, je pense que ce sera l'équipe la plus active sur ce marché-là. Après, bah, du coup, si Corey Seager part des Dodgers, les Dodgers aussi vont devoir se mettre à rechercher quelqu'un parce que Trey Turner, c'est quand même aussi fort. Il peut jouer à shortstop. Mais voilà, il leur faudra. Je pense que s'il part, ils vont chercher un remplaçant. Donc, je pense que ça peut être des équipes voilà, qui vont remuer un petit peu le marché cet hiver. Voilà, je sais que Brandon Crawford, je pense pas, parce qu'il me semble que d'ailleurs, il a dit qu'il voulait finir à San Francisco, donc je pense qu'il partira pas. Ça, c'est sûr, quasiment. Voilà, donc Baez, la possibilité des Cubs, comme on vient de le dire il y a quelques minutes. Voilà, donc pour moi, la grosse équipe qui a vraiment besoin d'un shortstop à l'heure actuelle, c'est les Yankees. Je pense qu'ils ont un effectif, tu as dit, voilà, il y avait Lasquez qui, qui émerge un petit peu, mais c'est encore jeune. Voilà, il n'a pas encore d'expérience pour des grands rendez-vous, peut-être aussi. Au bâton, il fait de bonnes choses, mais c'est pas encore l'assurance voilà, que cherchent les Yankees et qu'ils avaient à l'époque de Gregorius. Voilà, je me rappelle de la saison 2019 où bon, ils perdent après contre les Astros, mais voilà, ils font une saison incroyable et avec un vrai shortstop. Donc, ils en ont pas à l'heure actuelle. Ils ont Velasquez qui fait le travail, mais là, je crois que Gleyber Torres revient dans l'effectif des Yankees, donc il va rebasculer sur le banc. Donc voilà, ils ont insisté encore cette année avec Gleyber Torres, les Yankees. Ça n'a pas encore eu l'effet estompé, mais pour moi, ça va être voilà, l'équipe qui va chercher vraiment parmi tous ces grands noms. Et ça ne m'étonnerait pas que Trevor Story atterrisse avec le maillot rayé des Yankees. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, c'est un petit peu le seul trou dans la line-up des Yankees, hein. Quand tu les vois tous passer au bâton, tu te rends un petit peu. Puis après, en shortstop, c'était un petit peu moins impressionnant que le reste. On dirait que ça finit jamais la line-up des Yankees. Il y a des gros frappeurs à chaque passage. C'est ça. Et du coup, après, pour la situation des Dodgers, je pense, sera intéressante à suivre, je pense, puisque bon, Corey Seager sera peut-être pas forcément agent libre à la fin de la saison, puisqu'il va y avoir des négociations pour peut-être un nouveau contrat, il faudra voir ça. Si jamais les négociations n'aboutissent pas, je pense aussi, comme tu l'as dit, que les Dodgers iront chercher un autre gros shortstop, même s'il y a Trey Turner, mais il a joué en deuxième base cette saison et ça se passe vraiment très bien.
Il a été vraiment bon en défense, même si bon, hier soir, on a eu l'action un petit sur son lancer qui donne la victoire aux Giants. Mais bon, est-ce que c'est pas vraiment la faute de son lancer aussi? C'est le pauvre Will Smith qui s'était jamais retrouvé de sa vie en première base, Bah, qui était un peu perdu et ça peut se comprendre. Mais oui, il va falloir trouver un gros shortstop pour continuer cette rotation entre les deux qui se passe très très bien et qui a aussi permis aux Dodgers d'aller beaucoup mieux. Les Giants, du coup, même si Brandon Crawford veut finir sa carrière à San Francisco, il a 35 ans cette saison. Ils étaient aussi parmi les équipes très intéressées par Trevor Story. Donc ça peut être aussi, je pense, une équipe qui pourra aller chercher un shortstop dans la mesure en plus où ils ont fait cette belle saison cette année. Donc ils voudront avoir encore plus d'armes en attaque, notamment face aux Dodgers. Je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, je suis d'accord avec toi. Ça peut être aussi ouais, une équipe active à ce niveau-là parce que, ah ouais, comme tu as dit, trop fort, ben, voilà, 35 ans, il va pas signer un bon contrat. Ce sera peut-être un contrat d'un ou 2 ans. Donc, ouais, je pense que ça peut être aussi une équipe, effectivement. Ouais, j'y ai pas pensé, mais ouais, clairement, voilà, ils vont peut-être devoir trouver le remplaçant avec Crawford. Ça va être compliqué, tant on sait que Crawford a marqué l'histoire un peu des Giants. Il était de l'aventure Bruce Bochy, des World Series gagnés. Donc voilà, c'est un joueur qui finira, on le sait, sa carrière à San Francisco. Enfin, à moins d'une surprise, on n'est pas à l'abri. Voilà, Gustave Baumgartner, il est bien parti des Giants. Alors, je m'étais toujours dit qu'il resterait toujours à San Francisco. Et puis, bon, bah, il a tenté l'aventure en Arizona. Donc, on n'est pas à l'abri. Ça peut aller très vite. On le sait, c'est comme tous les sports américains. Dès qu'il y a un joueur qui est quasiment, enfin, qui peut être sur le marché, voilà, il va recevoir des offres et après, ben, ce sera au plus offrant. Après, je vois très mal quand même Crawford partir et pour moi, il y a trop d'attachement avec les Giants. Surtout comme tu l'as dit avec la saison qu'il faut. Voilà, ils sortent de saison mais calamiteuse. Les Giants, vous voyez que bah, c'était pas les pires bilans de la ligue, mais presque. Il y avait rien, ça s'est rien. Puis là, du jour au lendemain, une saison formidable. Voilà, ils sont à la lutte avec le principal rival dans voilà, les Dodgers. Donc pour remporter leur division. Donc voilà, ils vont construire. Je pense que ouais, ils peuvent être attractifs sur le marché pour construire l'avenir. Maintenant, je pense pas qu'ils seront insistants comme pourront l'être les Yankees, parce que je pense que voilà, c'est l'équipe vraiment pour moi parmi les grosses équipes qui peuvent prétendre chaque année au titre. C'est vraiment l'équipe où le poste où il leur manque un vrai joueur, un pur arrêt-court, c'est les Yankees. Après, voilà, on verra. De toute façon, ça va être, je pense, une intersaison assez folle. Euh, franchement, c'est un peu le flou pour l'instant. On sait les joueurs qui seront libres. Voilà. Après, Corey Seager, moi, c'est pareil, c'est un peu comme Crawford. J'ai cette impression-là que, voilà, avec la saison qu'il fait, il fait quand même une très belle Oui, saison avec les Dodgers. J'ai du mal à le voir partir aussi. Maintenant, oui, est-ce qu'ils ont une autre idée derrière la tête? Je sais pas. Trey Turner, tu l'as dit, en deuxième base, c'est quand même, ça fait le travail. Ouais, oui. cette erreur la nuit dernière, c'est pas non plus. Ça peut peut-être, à la fin, ça pourra peut-être compter, on sait jamais. Mais c'est pas ça qui va entacher sa saison. Donc voilà, c'est un joueur qui fait le travail en deuxième base. Il peut remplacer en short-top, mais bon, voilà, je pense que ça peut être aussi une équipe voilà, qui va vouloir garder un shortstop qui va être très courtisé. Hein. Si Corey Seager s'annonce sur le Ouais, marché, je pense que ça va être l'un des premiers à signer quelque part parce que tout le monde va le voir. ouais, bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de la part des Dodgers à le laisser filer. Et puis bon, ils ont pas trop de problèmes. Ils feront ce qu'il faut pour lui offrir un bon contrat. J'ai une dernière question pour toi. Euh, on a vu Fernando Tatis Jr. Changer de poste. Cette saison, il a quitté son poste de shortstop pour le champ extérieur. Bon, les Padres ont deux autres joueurs au poste de shortstop. Ils jouent en général avec Jake Cronenworth et ils ont aussi Kim, le Coréen. Est-ce que tu penses que les Padres pourraient aller chercher une star en fait pour remplacer Tatis au poste de shortstop parce que ils ont tous ces jeunes joueurs-là, Cronenworth qui est encore jeune, qui fait une saison prometteuse, mais j'ai l'impression que les Padres ont tellement d'ambition, donc je me demandais si tu penses qu'ils ne gagneraient pas à aller chercher une star
et développer avec le rythme que ça prendra leurs autres joueurs pour remplacer Tatis? Non, parce que déjà Tatis l'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit que là, bon, il prenait son rôle de champ droit, voilà, de façon professionnelle, mais que lui, il voulait revenir la saison prochaine pour être arrêt court. Et voilà, Tatis Junior, voilà, c'est le joueur principal des Padres, donc voilà, il a dit qu'il reviendrait shortstop et il sera shortstop et ils n'iront pas chercher un autre shortstop, ça c'est sûr. Parce qu'après, ça peut aussi envenimer un petit peu la situation en Padres, qui n'est pas forcément exceptionnelle cette saison. Oui. Voilà, quand on voit l'effectif qu'ils ont et les résultats qu'ils ont, on se dit que quand même il y a quelque chose qui ne va peut-être pas dans cette équipe-là. Mais après, non, franchement, je pense pas que sur ce marché-là, ils soient très actifs, le marché des arrêts courts. Après, ils vont peut-être rechercher quelqu'un, voilà, ils vont peut-être rechercher encore un grand nom pour du côté des lanceurs, ou je sais pas, ou peut-être des champs extérieurs. Même en infield, c'est possible aussi. Mais non, Tatis Junior, il sera irremplaçable en arrêt court, ça c'est sûr. Il l'a dit que de toute façon, là, ils l'ont mis en champ droit, pardon, parce que il sort de plusieurs blessures, notamment à son épaule et tout, qui font que c'est un peu risqué quand même de jouer à arrêt court, en sachant que c'est là où c'est censé avoir le plus de balles à relancer, de gestes un peu fous pour récupérer des balles, pour stopper les balles, voilà, des frappes. Donc, un champ droit, c'est un poste un peu plus posé. C'est soit t'as des fly ou alors t'as des balles roulantes, mais bon, t'as pas besoin de te précipiter. Il va pas mettre son épaule, voilà, il va pas aggraver sa blessure en jouant en champ droit. Donc, pour l'instant, il laisse comme ça pour finir la saison. Je me demande même si jamais ils étaient amenés à jouer wildcard, est-ce qu'ils ne rebasculeraient pas en arrêt court pour vraiment avoir un infield, parce qu'on sait qu'en arrêt court, tu l'as dit tout à l'heure quand on parlait de Baez, en arrêt court, c'est ce qui te fait de mieux. C'est un joueur, même s'il a commencé la saison avec pas mal d'erreurs, après il s'est repris et franchement, c'est un rempart, quoi. C'est compliqué de frapper dans sa zone, parce qu'il rattrape quasiment toutes les balles, qu'elles soient en l'air, qu'elles soient en roulante, voilà, ça passe quasiment jamais. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt pour les Padres de changer, de recruter un arrêt court et de laisser Tatis Junior en champ extérieur. Je vois pas du tout l'intérêt et là, c'est bien, ça dépanne, ça permet à Tatis Junior de revenir dans le jeu, de reprendre un peu du rythme. Et puis après, je pense que moi, je suis même quasiment persuadé que s'ils arrivent en wildcard, il rebasculera en infield parce que voilà, c'est son poste, c'est le meilleur à son poste. Et si tu veux gagner des séries pour jouer les playoffs, il te faut les meilleurs à leur poste, quoi. Donc, c'est clair. En arrêt court, c'est le meilleur. Donc, pour moi, il n'y a pas d'utilité. Et je pense même pas que ça effleure l'esprit des Padres, on va dire, de chercher parmi ces joueurs-là. Ouais, c'est vrai que depuis son passage en champ extérieur, on voit la différence quand même, je trouve, en défense pour les Padres, parce qu'il est tellement, comme tu l'as dit, c'est le meilleur shortstop de la ligue. Il est toujours là, il bloque toujours, et en défense, c'est aussi peut-être une raison pour laquelle les Padres, en plus des lanceurs, ont du mal, quoi. C'est qu'il y avait aussi ce jeu défensif, cet apport défensif de Tatis qui est plus là, quoi, avec les autres. Donc c'est un gros problème. Autre chose, Nico? Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon. Alors, eh bien, merci Nico pour tes interventions. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à tous nos chers auditeurs du podcast de The Free Agent. On se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts sur la saison MLB, sur The Free Agent. À bientôt.